Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, j'aimerais parler des cas historiques qui ont existé en Suisse de conflits entre d'une part une décision populaire au niveau de la Constitution et d'autre part un engagement international. Et pour ça, je vais me baser fortement sur cet excellent livre de Denis Masméjean intitulé Démocratie directe contre droit international, dont je vous recommande la lecture. Pour l'essentiel, il passe en revue les cas historiques où il y a eu un conflit et montre comment la gestion de ces conflits a évolué. Et puis dans les derniers chapitres, il discute comment on pourrait résoudre ce problème. Donc moi je vais me baser ici, dans cette vidéo, sur l'essentiel de ce livre où il parle de l'historique. Et le premier exemple qu'il donne, c'est ce qu'il appelle la bataille de Reynaud. Et la situation était la suivante. Les Allemands allaient construire un barrage sur le Rhin, non loin des chutes du Rhin. Et bon, ça a engendré une forte opposition. Et il y a eu une initiative qui a récolté le nombre requis de signatures, une initiative pour protéger les sites naturels. Et dans les dispositions transitoires de cette initiative, il était prévu d'interdire la construction de ce barrage qui devait être fait par les Allemands. Le problème, c'est qu'il y avait un accord entre la Suisse et l'Allemagne qui permettait aux Allemands de faire ce barrage. Et la décision qui a été prise a été de laisser cette votation populaire se faire en prenant le risque que le peuple décide de faire quelque chose qui soit contre un engagement international. Et la raison invoquée était la suivante, et là je vais lire Masméjean. Il dit le Conseil fédéral tarde à prendre position. Enfin, sa réponse tombe. Le gouvernement conclut à la validité entière de l'initiative. Donc, il ne pouvait pas invalider cette initiative. Il y a un processus d'invalidation, par exemple, s'il n'y a pas unité de matière. Alors, on peut dire, vous ne pouvez pas lancer cette initiative parce qu'il y a plusieurs questions différentes en même temps et le peuple, il ne faut pas lui poser 36 000 questions en même temps. Il doit répondre oui ou non à une question précise. Donc, on demande l'unité de matière. S'il n'y a pas unité de matière, l'initiative peut être invalidée. Mais là, vous voyez, ce n'était pas une question d'unité de matière, c'est une question, est-ce qu'on peut l'invalider, est-ce qu'on doit même l'invalider, compte tenu qu'elle est en contradiction avec un accord international. Et la réponse du gouvernement, donc le gouvernement conclut à la validité entière de l'initiative, et là, maintenant, il cite le Conseil fédéral. Il n'y a en droit positif. Alors l'auteur précise droit positif, ça veut dire droit en vigueur. Il n'y a en droit positif, écrit le gouvernement, aucun pouvoir supérieur à celui du peuple et des cantons, aucun pouvoir habilité à dicter des règles obligatoires pour eux. Une limite n'existerait que si la Suisse faisait partie d'un État plus grand qui aurait fixé les bornes dans lesquelles la Constitution fédérale suisse pourrait être révisée valablement. Or, la Suisse n'appartient pas à un pareil super-État. Les principes généraux du droit des gens, et l'auteur précise le droit des gens, ça veut dire le droit international, les principes généraux du droit des gens n'ont pas sur le droit constitutionnel des divers États une primauté qui priverait ceux-ci du pouvoir d'insérer dans leur constitution une disposition non conforme aux droits des gens. Donc là, c'est complètement clair, c'est-à-dire le Conseil fédéral estime que le peuple a le droit de faire une initiative qui est contre un engagement international parce que c'est la Constitution suisse qui prime. Alors évidemment, le Conseil fédéral est contre cette initiative, il l'accepte, donc il ne l'invalide pas. Le Conseil fédéral et le Parlement vont combattre cette initiative. Et puis ils vont faire gagner, cette initiative ne va pas passer. Donc le problème au fond ne va pas se présenter concrètement puisque l'initiative échoue devant le peuple. Mais évidemment la réflexion a commencé de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en cas de conflit entre
entre une initiative et puis des engagements internationaux. Et là, je vous ai cité le passage, la décision est absolument claire, c'est-à-dire que on peut parfaitement faire une initiative qui va contre un engagement international. Le Conseil fédéral va argumenter contre cette initiative, il y aura un débat et il espère bien que le peuple refusera ce genre d'initiative, mais s'il l'accepte, eh bien, ça sera simplement appliqué. Donc voilà le principe. On verra qu'il ne sera pas tellement respecté et que en réalité le Conseil fédéral aura tendance plutôt à ne pas appliquer les décisions populaires. Mais voilà quel était le principe initial. Il s'agit ici, au niveau des dates, on est en train de parler de 1954 pour cette votation. Donc c'est quelque chose d'ancien. Ça c'est le cas de Reynaud. Et puis le cas suivant, c'est la jurisprudence Schubert. Et là, la situation est la suivante, c'est-à-dire qu'il y avait une loi qui interdisait aux étrangers d'acheter des propriétés en Suisse, donc des terrains, des bâtiments. Et puis il y a un monsieur Schubert, autrichien, qui habite à Vienne. Donc c'est pas le musicien, mais il vient aussi de Vienne, et qui voulait acheter des terrains. Et il a fait opposition parce qu'il y avait en fait un accord avec l'Autriche de réciprocité qui disait que les Suisses avaient le droit d'acheter des bâtiments en Autriche, les Autrichiens avaient le droit d'acheter en Suisse. Puis il y avait ces accords, il y avait un accord entre la Suisse et l'Autriche, mais il y avait aussi un accord entre la Suisse et l'Italie, par exemple. Et, et là, il y avait un conflit entre une loi. Alors là, c'est pas exactement un article constitutionnel, c'est un conflit entre une loi et puis un accord international. Et cette question arrivera jusqu'au tribunal fédéral qui, mais là je lis Masméjean, arrivera à la conclusion suivante. Certes, a admis le tribunal fédéral, rappelant au passage sa jurisprudence antérieure, les dispositions d'un traité l'emportent en règle générale sur le droit national. Mais, lorsque le législateur s'est écarté sciemment du droit international, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le choix délibéré du Parlement. Or, la législation limitant l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger a été adoptée par les chambres en pleine connaissance de son incompatibilité avec plusieurs traités d'établissement. Le tribunal fédéral doit donc appliquer intégralement cette réglementation. Donc ça, c'est l'arrêt Schubert. On est en 1973. Et au fond, la philosophie, c'est de dire le juge applique la loi, il n'est pas censé faire la loi. Si le législateur a décidé de faire une loi qui était contraire à un engagement international, eh bien, peut-être que le législateur a eu tort, mais le juge, qui n'est pas censé faire la loi mais uniquement l'appliquer, doit appliquer ce que le législateur a décidé. Donc ça, c'est la jurisprudence Schubert qui, ici en 1973, ça a évolué, c'est pas vraiment le dernier mot actuel de la jurisprudence du tribunal fédéral. Mais c'est intéressant de voir donc en 1973 la décision qui a été prise. Masméjean parle ensuite de la Convention européenne des droits de l'homme qui a été ratifiée par la Suisse en 1974. Et pour cela, pour pouvoir ratifier cette convention sans trop de réserve, il a fallu notamment faire des progrès en ce qui concerne, par exemple, le droit de vote des femmes, donc quelque chose de très très important. Alors cette Convention européenne des droits de l'homme elle-même, elle n'a par contre pas été soumise en votation populaire. Donc elle a été ratifiée sans être soumise en votation populaire. Et ça paraît vraiment très surprenant qu'un texte aussi important que ça soit ratifié par les élus sans votation populaire. Masméjean donne deux explications à ça. Il dit d'une part que à l'époque, on est donc en 1974, à l'époque, les engagements internationaux étaient moins soumis qu'aujourd'hui en votation populaire.
Ça paraît quand même étrange parce qu'ils étaient quand même parfois soumis en votation populaire. Le deuxième explication de Masméjean, c'est de dire qu'à l'époque, on ne pouvait pas anticiper que ça allait être aussi important. Il dit en particulier, aujourd'hui, on a coutume de dire que personne ne pouvait prévoir au moment où la Suisse adhérait à la Convention l'ampleur des développements de la jurisprudence européenne. Et ça, c'est quand même très très troublant parce que ça signifie que on savait pas ce qu'on ratifiait. On signe quelque chose et puis ensuite il y a l'évolution de la jurisprudence qui fait que ça peut être tout autre chose que personne, apparemment personne ne pouvait prévoir. Et ça c'est un problème crucial avec les engagements internationaux. S'il y a un article constitutionnel qui plaît pas, on peut le modifier. Et puis si on voit que les juges abusent de leur pouvoir d'interprétation, ben, il y a encore la possibilité de modifier le texte pour empêcher ces fausses interprétations des juges. Dans un texte, un engagement international, c'est beaucoup plus difficile parce que vous ne pouvez pas rechanger juste comme ça. C'est plus un problème helvético-suisse, c'est un engagement entre la Suisse et sur un autre pays, sur l'Union européenne. Et là, vous ne pouvez pas juste unilatéralement modifier le texte. Donc il y a ce texte qui est relatif, qui est rigide, et donc beaucoup de pouvoir d'interprétation aux juges, et d'autant plus que le risque de flou du texte lui-même est encore plus grand que lorsque c'est un texte constitutionnel, parce que quand vous avez un accord international, finalement les deux parties ont envie de signer l'accord. Et dans les deux parties, ceux qui négocient pour signer l'accord ont tout intérêt à arriver à signer un accord. Ils auront peut-être une prime s'ils arrivent à signer l'accord. Est-ce que ça risque d'aboutir? C'est un texte assez flou où les deux parties peuvent venir en disant, voilà, on a réussi à signer un très bon accord, mais ils ont le même texte, les deux parties ont le même texte, mais ils n'ont pas la même interprétation du texte. Le texte est relativement flou pour permettre ces différentes interprétations. Donc ça, c'est un deuxième problème avec les engagements internationaux, c'est le fait qu'ils risquent d'être flous pour les raisons que je viens de dire maintenant, plus flou qu'un texte national, et puis en plus que le texte, comme le texte est rigide, vous pouvez pas le préciser après coup si vous voyez que les juges abusent de leur pouvoir d'interprétation. Voilà, donc ça c'est un peu l'histoire de la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais j'aimerais vous parler ensuite de ce que Masméjean appelle l'affaire Bellilo, qui s'est passée dans les années 80 et qui a fait une indignation énorme en Suisse au point que la dénonciation, je dis maintenant, Masméjean, la dénonciation de la Convention ne fut rejetée qu'à 2 voix près au Conseil des États, tellement que ça avait choqué les gens, cette affaire Bellilos. Et de quoi s'agit-il? Alors là, je vous explique brièvement. Bellilos, Marlène Bellilos, donc c'est une femme qui a dû payer 200 francs d'amende. Donc on parle de 200 francs. On n'est pas en train de parler de torture ou de... On est en train de parler d'une amende de 200 francs. Et donc elle est montée à Strasbourg pour ces 200 francs parce qu'elle a voulu faire appel et puis au fond la décision elle était prise au niveau administratif et elle était limitée dans ses recours. Et à Strasbourg, donc au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme, ils ont estimé qu'il devait y avoir des possibilités de recours plus grandes que ce qu'elle a eu. Bon, ça se discute. C'est-à-dire que vous pensez bien que si vous avez une amende de 1,50 franc, on ne va pas dire que vous avez droit à 36 000 voies de recours pour 1,50 franc.
Maintenant, 200 francs, ben, ça se discute. Mais ce qui fait vraiment le plus problème, parce que jusque-là, ça va encore, ce qui fait le problème, c'est que la Suisse avait émis des réserves, justement pour ce genre de cas. Donc la Suisse avait émis des réserves et avait dit que pour des petites peines comme ça, elle voulait que ce soit jugé par de simples autorités administratives. Et ce qui pose encore un plus grand problème que de savoir est-ce que Strasbourg doit décider sur les voies de recours pour une amende de 200 francs, c'est que Strasbourg a interprété cette réserve et l'a interprétée en disant que ben, finalement cette réserve elle n'était pas valable. Donc vous voyez, les pays entrent dans la convention et souvent, généralement, ils émettent des réserves. Mais la jurisprudence évolue et puis les juges eux-mêmes jugent pour savoir si la réserve elle est pertinente ou pas, si elle peut être utilisée ou pas. Et là, les juges ont justement à Strasbourg décidé que cette réserve, au fond, bien qu'on avait mis dans une réserve que c'était les autorités administratives pouvaient s'occuper de ces petites amendes, les juges de Strasbourg ont décidé que cette réserve n'était pas valable. Et ça, c'est vraiment ça qui a mis le feu aux poudres et qui a fait qu'à 2 mois après, le Conseil des États était prêt à renoncer à la Convention européenne. Euh, voilà, donc ça c'est tout pour l'instant sur la Convention européenne des droits de l'homme. Évidemment, ça va revenir dans des affaires beaucoup plus récentes dont je vais parler tout à l'heure. Mais ce qui est important de voir à ce stade, c'est que quand on parle de Convention européenne des droits de l'homme, on n'est pas simplement en train de parler de torture, on est peut-être en train de parler d'une amende de 200 francs, et que la jurisprudence, enfin la marge d'interprétation des juges est énorme, et qu'elle s'applique notamment aussi aux réserves qui sont formulées par les pays. Euh, voilà, donc ça c'est pour la Convention européenne des droits de l'homme pour l'instant. Et je vais passer maintenant au sujet, à l'épisode suivant. 1994 est une date historique pour cette problématique parce que c'est la première fois qu'une initiative est acceptée en votation populaire et qui est en contradiction avec des engagements internationaux. Il s'agit de l'initiative des Alpes qui vise à protéger les Alpes et demande notamment de mettre le trafic camion de transit, de le transférer sur le rail. Et ça, c'est pas conforme à nos engagements envers l'Union européenne. Et là, ce qui va se passer, c'est que les élus, le Conseil fédéral, le Parlement, ne vont pas appliquer l'entier de l'initiative des Alpes. Donc ils vont faire des choses, mais ils vont simplement pas appliquer ce qui serait incompatible avec les accords internationaux. Et là, en fait, ils commencent une pratique qu'ils vont poursuivre à l'avenir en simplement n'appliquant pas l'entier de la décision populaire. En 1999 a été introduit dans la Constitution le principe selon lequel une initiative n'a pas le droit d'être lancée contre le droit impératif international. Cette mise dans la Constitution s'est faite à l'occasion d'une révision globale de la Constitution. Ce droit impératif international, il s'agit de choses comme la torture, par exemple. Même des choses comme la peine de mort ne font pas partie du droit impératif international. Donc voilà, ça c'est le droit impératif international. 1999, donc relativement récent. Et depuis, alors, il y a eu toute une série d'initiatives qui n'étaient pas contraires au droit impératif international, mais qui étaient contraires à d'autres engagements internationaux
comme la Convention européenne des droits de l'homme ou des accords avec l'Union européenne. C'est parfois difficile de dire est-ce que vraiment il y a un désaccord entre cette initiative et puis les engagements internationaux. C'est aussi lié au fait que les engagements internationaux sont souvent un peu flous et que les juges ont une très large marge d'appréciation et assez souvent, quand on pose la question, la réponse est ben, il faudrait attendre qu'il y ait une jurisprudence, il faudrait attendre un tel cas arrive aux juges qui sont censés faire appliquer l'accord. Et là, on verrait, ben, d'après ce qu'ils décident, ça créerait une jurisprudence. S'il n'y en a pas déjà une, ça créerait une jurisprudence et puis on pourrait dire si l'accord, si l'initiative est conforme ou pas à l'accord. Des fois, c'est effectivement très difficile de savoir avant. Et ce qui est très mauvais signe, c'est-à-dire que normalement, surtout pour des accords internationaux qu'on ne peut pas renégocier comme ça si facilement, c'est absolument crucial d'avoir des accords très très clairs qui laissent une marge de manœuvre très très limitée aux juges et qu'on sache ce qu'on signe, qu'on ne signe pas un chèque en blanc, qu'on sache ce qu'on signe et qu'on puisse assez facilement savoir si quelque chose est contraire à cet accord ou pas. Donc il y a des cas où on ne sait pas si c'est contraire ou pas, mais il faut dire il y a des cas où c'est parfaitement clair. Et un exemple, c'est l'initiative contre l'immigration de masse qui prévoyait des contingents donc, à l'immigration. Et là, c'est clairement contre, pas conforme à l'accord de libre circulation. Donc des fois, c'est extrêmement clair. Alors maintenant, je vais vous lire une liste d'initiatives relativement récentes qui sont donc pas contraires au droit impératif international, mais qui posent des problèmes au niveau par rapport à nos engagements internationaux. Donc là, je lis ce livre de Masméjean. Il y a pour l'internement à vie et des délinquants jugés très dangereux, qui a été accepté en 2004. Pour des naturalisations démocratiques, ça c'est une initiative qui a été rejetée en 2008, donc le problème ne se pose pas concrètement, mais il se serait posé peut-être si ça avait été accepté. Contre la construction de minarets, c'est une initiative qui a été acceptée en 2009. Pour le renvoi des criminels étrangers, accepté en 2010. Contre l'immigration de masse, qui a été accepté en 2014. Ensuite, pour que les pédophiles ne puissent plus travailler avec des enfants, qui a été accepté en 2014. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives dont les élus, en tout cas, disent qu'elles sont incompatibles avec des engagements internationaux et d'initiatives qui ont été acceptées par le peuple. Donc là, il y a un réel problème à gérer. La façon dont c'est géré actuellement, c'est que simplement les élus n'appliquent pas l'initiative ou n'appliquent pas la décision populaire, ou en tout cas n'appliquent pas la partie de la décision populaire qui serait qu'ils jugent incompatible avec les engagements internationaux. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais continuer à me baser sur cet excellent livre de Masméjean. Mais cette fois, passer à la fin du livre dans les chapitres qui concernent les solutions qu'on pourrait apporter à ce problème. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.